C'est l'heure d'aborder l'essentiel. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine L'essentiel de l'économie sur Ecofin Télévision, le magazine consacré au décryptage de l'actualité économique vue de la rédaction de votre chaîne. Aujourd'hui, nous aborderons, comme d'habitude, trois sujets d'actualité. Tout d'abord, le projet du corridor de Banana, qui est un projet qui pourrait transformer de manière durable le destin économique de la République démocratique du Congo. On parle effectivement d'un corridor qui doit partir du Congo central au fin fond du Katanga, passant par Kinshasa, le Grand Bandundu, mais aussi le Grand Kasaï. Le rêve d'une véritable intégration économique, mais surtout le besoin de la RDC de dominer le commerce régional sont-ils désormais à notre portée? Nous verrons tout cela dans cette émission. Et puis, nous parlerons du secteur minier dans cette émission. C'est une offensive sans précédent contre les fraudeurs dans ce secteur. Sur instruction du gouvernement de la République, des poursuites judiciaires seront engagées contre toute personne impliquée dans les réseaux de fraude minière dans la province du Lualaba particulièrement, et cela sans distinction de rang ni de nationalité selon les termes du ministère de la Justice. Nous verrons ce qu'il en est effectivement dans cette émission, et puis nous finirons par le secteur monétaire. Après des semaines d'incertitude, voire de bousculade au sens figuré du terme sur le marché d'échange, la situation semble donc se calmer et la stabilité au rendez-vous. À ce niveau, peut-on dire que la Banque centrale du Congo est en train de réussir justement son pari, c'est lui de redynamiser, mais surtout de donner aux francs congolais un peu de souffle. Nous verrons tout cela dans cette émission. Voilà donc ce qui va constituer l'essentiel de l'économie d'aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour aborder l'ensemble de ces sujets, comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau, accompagné de Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Mbala, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Igor Biwaka, bienvenue. Merci Patrick et bonjour. Merci beaucoup à vous deux donc d'être là. On démarre tout de suite par le corridor des bananas. Ce n'est pas seulement le port en eau profonde, mais l'ensemble du corridor qui doit donc partir du Congo central au fin fond du Katanga, en passant notamment par Kinshasa, le Grand Bandundu et le Grand Kasaï. Le rêve d'une véritable intégration économique nationale au niveau de la République démocratique du Congo est-il désormais à notre portée? C'est ce que nous allons voir dans cet élément et on se retrouve après pour en parler. La République démocratique du Congo est engagée dans la réalisation d'un projet d'infrastructure d'envergure, les corridors des bananas. Long de 3330 km, cet axe routier majeur est conçu pour relier Sakania dans le Haut-Katanga au futur port en eau profonde des bananas au Congo central, traversant plusieurs provinces clés du pays. L'objectif est de doter la nation d'une colonne vertébrale logistique interne. Ces corridors visent à transformer la chaîne d'approvisionnement et de distribution nationale. Son principal objectif est de faciliter le transport de marchandises entre le bassin de production minière et agricole du sud-est et du centre du pays et l'océan Atlantique. Un tronçon critique de ces projets est la connexion routière de 850 km entre Mbujimayi dans le Kasaï oriental et Ngouba dans le Lualaba, actuellement en phase de planification et de mise en œuvre. Selon les projections de l'Agence congolaise de grands travaux, l'intégralité du corridor pourrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2027. Actuellement, l'économie congolaise repose lourdement sur les corridors régionaux passant par le pays voisin pour ses échanges internationaux. La création du corridor des bananas et la pleine accessibilité terrestre du port des bananas devrait réduire significativement les coûts logistiques pour les opérateurs économiques, fluidifier les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs, renforcer la souveraineté logistique de la RDC en diminuant sa dépendance aux infrastructures étrangères.
Au-delà de gains strictement logistiques, le projet du corridor des bananas est un puissant catalyseur de développement local et d'intégration territoriale. La réhabilitation et la construction de routes génèrent 2 emplois tout en créant un environnement propice à l'essor d'activités économiques connexes tout le long du tracé, tels que de stations-service, de marchés, de zones industrielles et des entrepôts. À terme, la facilitation de la circulation de biens, de services et de personnes est destinée à renforcer la cohésion nationale et à intensifier les échanges interprovinciaux. En se dotant d'une infrastructure routière structurante, la RDC pose les fondations d'un système logistique moderne complété par le port en eau profonde de Banana qui offrira une alternative maritime compétitive sur la façade atlantique. Le corridor des bananas est ainsi positionné pour devenir, si les échanges sont respectés et les financements sécurisés, un pilier stratégique du développement économique et de l'intégration congolaise à l'horizon 2030. Rebonjour Tony Antoine Dibendina. Bonjour Patrick. Merci beaucoup une fois de plus d'être là. Alors, on parle du corridor, ça veut dire non seulement le port en eau profonde de Banana, mais aussi l'ensemble de l'infrastructure routière qui part du Congo central jusque dans le fin fond du Katanga. On l'a donc dit dans l'entame de cette émission, un projet très ambitieux qui pourrait transformer de manière profonde le destin économique de la RDC. Tout à fait. Je crois que vous vous souvenez d'une citation célèbre d'un explorateur européen, Stanley, qui lui disait, sans le chemin de fer, les Congos ne vaut pas un penny. Un penny, c'est une valeur monétaire et tout. Et donc, au fond, ce que voudrait dire cet explorateur, c'est que sans l'intégration, sans un Congo non intégré, un Congo sans possibilité d'aller de l'Est à l'Est, via soit chemin de fer ou encore de route, ne représente quasiment rien. Parce que si vous regardez, et même sur la carte géographique, vous vous rendrez compte que nous n'avons juste qu'une débouchée vers l'ouest et à travers l'océan Atlantique. Donc le Congo est quasiment à plus de 90%, à plus de 80% enclavé. Et donc, aller relier les grandes provinces, ou quasiment l'Est et l'Ouest, à travers un chemin de fer, ici appelé corridor des bananas. C'est un projet qui va aller, un projet intégrateur qui pourra permettre à ce que le Congo puisse lui-même produire ses biens et pouvoir les transporter jusqu'à l'océan Atlantique pour l'amener vers l'extérieur. On sait que ça pourra sensiblement améliorer même les coûts logistiques en termes d'exportation et de nos biens produits localement. On a des ressources minières, on a des ressources agricoles et donc on a la possibilité d'y aller. On voit également que la volonté est que le Congo devienne véritablement maître de ses biens, parce qu'on sait qu'il y a également des projets parallèles, par exemple le corridor des Lobito, qui en fait doit passer par l'Angola jusqu'à atteindre le port de Lobito, mais des projets intégrateurs comme les corridors des bananas, c'est un projet, je l'ai dit, intégrateur, mais c'est aussi un projet très crucial et sensible, mais aussi stratégique pour l'économie de la RDC, parce qu'on sait que tout ce qui ira avec la construction de cette route de quasiment plus de 3000 km permettra à ce que les Congos puissent de lui-même produire, mettre sur la route c'est bien et l'amener jusqu'au port. Surtout que nous savons que le port en eau profonde des bananas pourra nous livrer son premier quai, je crois, vers la fin de l'année 2027. Et donc on sait qu'aussi avec les rythmes avec lesquels les travaux de ces corridors des bananas arrivent et avancent, nous pouvons avoir un corridor complet d'ici fin 2027 et quasiment transformé, parce qu'on sait que cette route-là ira ce corridor, c'est pratiquement l'ensemble du... Voilà, l'espace
Katanga, les grands Kasaï, les grands Bandundu, Kinshasa, Congo et jusqu'à l'océan. Donc c'est vraiment un projet qui vise à développer à la fois les infrastructures routières de la RDC, mais aussi les ports en eau profonde, qui est d'ailleurs très stratégique et qui renferme beaucoup de promesses en termes de l'exportation et des importations de la République démocratique du Congo. On sait que les ports concurrents dans les environs, dans d'autres pays, et deviennent de plus en plus jaloux. On sait qu'il y a d'ailleurs... On va revenir sur cette question des ports qui nous environnent et sur lesquels nous dépendons beaucoup. Tout à fait. On va revenir sur cette question, mais d'abord, Igor Biwaka, on parle justement d'une véritable intégration économique nationale. Si jamais ce projet venait à se concrétiser, dans ces cas de figure, où est-ce qu'on met le port des Bananas ou le port des Lobito? Le corridor des Lobito, pardon, les deux iraient ensemble? Alors, Patrick, visiblement, on pense qu'on va mettre peut-être au point ces corridors de Bananas et que ces corridors rivaliseraient avec le corridor des Lobito. C'est vrai, l'ambition n'est pas en tout cas là-bas. Il faut d'abord commencer par rappeler, je dirais, le contexte majeur, n'est-ce pas, je dirais, majeur de ces corridors des Bananas. Ces corridors, on l'a rappelé ici, ça part en fait de Sakania vers le port en eau profonde des Bananas. On sait bien l'influence ou l'importance stratégique du port sec de Sakania, et on sait bien également l'influence qu'aura en fait le port en eau profonde des Bananas, dont le premier quai sera livré, on l'a rappelé ici, d'ici 2027. Donc, par ces corridors routiers, on a là la possibilité de relier des corridors. Tout à fait. D'un côté, vous avez le corridor, le port sec plutôt. Tout à fait. Deux plateformes importantes dans l'import et l'export. De l'export. Un port Patrick Lumbala, vous avez le port sec de Sakania qui se trouve, n'est-ce pas, à la rizière de la Zambie. On sait bien les échanges, la fluctuation des échanges commerciaux qui est entre la République démocratique du Congo avec la Zambie. Et encore, faut-il ajouter à cela le fait que ces corridors, ces ports de Sakania sera directement reliés au port en eau profonde des Bananas via l'intermédiaire, n'est-ce pas, de ces corridors routiers. C'est vrai qu'on parle de 3300 km de route. C'est énorme, c'est stratosphérique, mais il faut également ici évaluer l'intérêt, l'importance, comme je t'ai entendu dire Patrick Lumbala. Si vous regardez bien, ces corridors viennent résoudre un problème. Le problème le plus criant de la République démocratique du Congo, c'est interconnecter ces provinces. C'est carrément inadmissible pour le pays comme le nôtre, où chaque province a sa spécificité en termes, n'est-ce pas, d'activité économique et de production, comme vous l'avez dit, et que ces provinces-là ne soient pas reliées. C'est inadmissible. Et si vous regardez bien le passage de ces corridors routiers, ça part quasiment du Grand Katanga, ça prend le Grand Kasaï, ça prend le Grand Bandundu, ça prend la capitale Kinshasa et ça prend la province du Congo central. Regardez, essayez un peu d'évaluer l'importance stratégique, n'est-ce pas, de ces espaces-là. Si on peut peut-être l'évaluer en termes de pôle, on se rend compte qu'il s'agit là des grands centres d'activité économique. Vous avez la province, le Grand Katanga, avec pour principale vocation le mine. Vous avez la province du Grand Kasaï, avec pour principale vocation, ce sont des activités agropastorales, de même que la province, le Grand Bandundu, de même que l'espace du Congo central. Mais tout transite par Kinshasa, qui est la capitale, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, qui est la capitale politique et le siège, n'est-ce pas, des institutions, où également s'affluent des grandes activités. Et encore faut-il adjoindre par là le fait qu'on a encore dans la province du Congo central qui, de plus, est constitué, n'est-ce pas, un centre d'activité agropastorale très énorme, mais c'est également la porte de sortie. Tout à fait. La porte de sortie, tout comme la porte d'entrée qui nous mène directement vers l'Atlantique. Patrick, vous avez parlé ici du corridor de Lobito, de l'enjeu que pourrait représenter ces corridors du Banana vis-à-vis au corridor de Lobito. Mais on a dit, c'est un élément très important qui va faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse améliorer quoi? Améliorer en fait son intégration régionale. Tout à fait. Dans quelle optique? Laisse-moi un peu soumettre à cette petite analyse ici. Si vous regardez bien, depuis toujours, nos minéraux
on les exportait vers où? Des ports qui ne concernaient pas la République du Congo. Ça part par l'Afrique du Sud. Ça part par l'Afrique du Sud avec le port de Durban, évidemment, très bien. Ça part également par Dar es Salaam, par le port qui se trouve en Tanzanie. Il y a le port de Walville Bay qui se trouve aussi en Namibie. Et puis il y a le port des Beira qui se trouve au Mozambique. Et si vous regardez bien, la République démocratique du Congo est où dans tout cela? Il n'y a pas. Et en tout cas, tout récemment, il y a maintenant également, on a mis à contribution le port de Lobito. C'est même pour cette raison-là qu'on veut mettre en place les corridors de Lobito pour faciliter l'évacuation de ces minéraux-là. Parce que ces minéraux-là s'évacuent via justement l'océan Indien. Si vous regardez tous ces ports-là, tous ces 4 ports que je viens de citer tantôt, on les ressortit vers l'océan Indien. Or, aujourd'hui, les marchés de l'Atlantique veulent également s'approprier des minéraux. Patrick Lombala. On parle du marché de l'Atlantique, on voit principalement d'abord les USA, et puis après, on voit l'Europe. Ouais. Voyez-vous? On voit l'Europe. Donc, à partir de ces corridors routiers, à partir de ces corridors des bananas, donc l'État vient également en tant soit peu concurrencer. Donc, ces corridors vont également attirer des investisseurs. Puisque, attirer des investisseurs dans quelle logique? Puisqu'on a la possibilité d'exploiter nos minéraux en République démocratique du Congo et de les diriger à bon escient vers la sortie, le point de sortie, toujours tout en étant en République démocratique du Congo. Ça veut dire que la RDC aura la possibilité de contrôler à la fois l'import et l'export. Tout comme l'export. Et ça va beaucoup bénéficier ça au va pays. Énormément bénéficier à la République démocratique du Congo. Parce que là, on ne voit que l'aspect minier. Tout à fait. Ce que les gens oublient peut-être, c'est que, je crois, dans une de nos émissions, nous avons parlé du port en eau profonde des bananas. Évidemment. On parle du port en eau profonde des bananas, mais s'il n'y a pas un corridor qui permet d'acheminer l'ensemble des tous ces flux d'import et d'export, c'est peine perdue. C'est peine perdue, Patrick. Donc du coup, cette ambition, le chef de l'État qui est en cours de matérialisation, je dirais que c'est vraiment une perspective salutaire que l'on devrait mettre très rapidement au point pour faire en sorte que déjà, si on l'a entamé, la matérialisation de ces corridors, c'est parce qu'on sait bien que on va recevoir le premier tour, n'est-ce pas, du port en eau profonde des bananes d'ici à l'année 2027. Donc du coup, il faudrait déjà préparer tout le rouage autour, n'est-ce pas, qui vont faciliter et même ces activités d'import-export à travers évidemment ces corridors routiers qu'on appelle ici le corridor des bananes. Voilà autant d'aspects. Ça, je n'ai qu'évaluer l'importance qu'aura, n'est-ce pas, ces corridors des bananes vis-à-vis de l'aspect du développement de notre pays. Et cela vient en contrepartie, en tout temps, soit fait concurrencer avec le corridor de Lobito, même si les enjeux, que ce soit les corridors de Lobito, que ce soit les corridors des bananes, les deux vont bénéficier vraiment à la République démocratique du Congo. Il faudrait également, ici à l'interne, avoir nous-mêmes un corridor qui va facilement faire en sorte que les transactions qui mènent vers le port en eau profonde des bananes soient facilitées en lieu de place de dépendre exclusivement de l'extérieur. En précisant également que le corridor des Lobito, il est presque exclusivement consacré à l'évacuation des minerais. Voilà, mais celui de Banana pourrait... non, pas pourrait, c'est certain, Patrick. Voilà, donc il n'y a pas que le minerai, il y a également des activités agro-pastorales qui vont se faire. Et puis, sans mentionner le fait que les activités commerciales qui vont se développer autour de ces corridors, et pas n'importe lequel en tout cas. Tout à fait. Alors, Tony Antoine Bendila, vous avez parlé des ports concurrents qui verraient effectivement, ça c'est tout à fait normal et naturel, d'un mauvais œil le développement de ces genres des projets. Vous avez parlé on a parlé ici du port de la Tanzanie, du port d'Afrique du Sud, mais l'ensemble de tous ces ports vont quand même, si jamais ce projet arrive à se matérialiser, vont être impactés dans leurs recettes, notamment. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques temps, le Rwanda s'était catégoriquement opposé à la construction du corridor de Lobito partant de la partie est du pays jusqu'au port de Lobito. Est-ce que cela ne va pas nous créer des nouvelles guerres avec nos voisins qui se sentiraient menacés économiquement par le développement de ces genres d'infrastructures au niveau national? Ce qui est vrai, l'accès de la RDC à l'océan, ou encore la possibilité aujourd'hui à travers les projets en cours, que les Congo profonds puisse avoir un accès direct à l'océan, représente véritablement un coût pour d'autres ports. Ça c'est un fait. Déjà par exemple, on sait que
le port en eau profonde de Banana menace le port de Pointe-Noire. On sait déjà que c'est un projet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les projets pont-rail, qui est également financé par la Banque africaine des développements, traînent à s'activer, parce que le Congo, la RDC en tout cas, voudrait à ce que d'abord les ports en eau profonde de Banana puissent sourire, que les travaux prennent fin, et après on pourra voir comment développer ces projets-là. Sinon on risquait de fragiliser d'autres ports modestes de la RDC qui sont dans les Congo central. On sait déjà de l'autre côté. Et maintenant concernant les Congos profonds, c'est-à-dire l'espace Kasaï, l'espace Katanga, on sait que les Katanga avec tous ces minerais n'a pas accès à l'océan, c'est-à-dire que c'est quasiment enclavé. Et donc aujourd'hui avoir accès directement à l'océan à travers les corridors des bananes, oui, ça pourrait fragiliser d'une part certaines exportations qui partent à travers des ports des États voisins, la Tanzanie, l'Éthiopie d'ailleurs, qui est très bénéficiaire de la position d'enclavement de la RDC à travers les ports de Dar es Salaam, ainsi de suite. Mais il faudra avoir également un peu plus loin. On sait que les développements, par exemple, du corridor des Lobito, cela voudrait faire face à certains corridors développés par les Chinois vers la partie est de l'Afrique pour évacuer les marchandises à travers l'océan Indien. Et donc aujourd'hui, même appelle la route de la soie. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, avec les corridors, il y a le corridor de Lobito qui va aller vers l'Angola jusqu'au port des Lobito, justement à l'océan Atlantique. Ça rivalise. Et également de l'autre côté, on ne pourra pas dire parce que ces projets-là rivalisent les ports de l'Est qu'il y aura forcément la guerre en Angola. C'est-à-dire que il faudra, alors prenons par exemple pour les corridors de Lobito, il faudra faire la guerre à la RDC, à l'Angola, à la Tanzanie aussi, et donc à la Zambie aussi. Et donc c'est-à-dire que c'est plus vaste parce que quoi qu'il y a, ça c'est aussi stratégique, quoi qu'il pourrait y avoir les corridors des bananes, parce que le corridor des bananes n'a pas l'objectif que de transporter les minerais. On sait que entre chemin de fer et voie routière, le chemin de fer c'est beaucoup plus rapide que la voie routière. Si aujourd'hui il y a un véritable obstacle pour ces ports-là, je ne pense pas que ce sera les corridors des bananes, mais c'est plutôt les corridors des Lobito. Et donc, à ce moment-là, c'est quand même un certain équilibre, parce que si on s'est dit, voilà, on fait la guerre au Congo parce qu'il y a ces projets de bananes, mais qu'est-ce qu'on fera des projets Lobito? Donc, c'est en ce sens-là, mais on sait qu'aujourd'hui, ces corridors de l'RDC visent à intégrer, mais aussi à diversifier les possibilités d'évacuation des marchandises de la RDC vers l'extérieur. On ne doit pas dépendre que du corridor, voilà. Ouais, un jour, on peut avoir des problèmes tout à fait avec l'Angola et tout. Mais c'est que d'ailleurs, je disais tantôt qu'un projet routier est comme ça, qui relie l'Est de la RDC vers l'Ouest, serait également mieux si c'était une voie ferrée aussi. C'est-à-dire qu'une voie ferrée, ce qui est vrai, c'est que cette voie ferrée serait vue comme un véritable obstacle à l'autre projet, au projet de Lobito, surtout pour l'Angola, qui espère bénéficier aussi de ces trafics-là, Katanga, Zambie, et puis son territoire pour évacuation des biens avec les retombées financières du trafic, ainsi de suite. Et aussi un avantage pour eux en termes d'évacuation et du trafic des marchandises. Un projet, je l'ai dit ici, chemin de fer en RDC, sera un vrai obstacle. Mais aujourd'hui, la voie routière, et donc, ce n'est pas vraiment un adversaire, mais ça permet surtout d'intégrer la RDC et d'impulser le développement dans ces parties-là. On peut estimer donc faire Kinshasa, Katanga via la voie routière, et donc ça permet aussi de relier les centres urbains et les centres de production, parce qu'on sait qu'au Congo, pas assez des voies routières, certaines productions restent et pourrissent à l'intérieur du pays, ou dans des centres de production qui n'ont pas accès à des centres urbains ou à des centres de consommation. Et donc des projets intégrateurs de telles envergures permettent toujours de faire avancer les choses. Mais analyser en termes
des méfiances. Oui, les ports là pourront d'une manière ou d'une autre perdre un client de taille qui est la RDC, mais ce n'est pas le principal projet qui viendra qui pourrait être à la base, soit d'une certaine guerre d'agression, et ainsi de suite. Effectivement. Alors, Igor Biwaka, peut-être vous allez réagir à ce que Tony Dibendila vient de dire sur la menace justement que représenteraient ces genres de projets pour nos pays voisins. Mais la question, c'est est-ce que ce port va surtout faire de la RDC le pays dominant, une véritable gâchette au cœur de l'Afrique, économiquement parlant, ça veut dire le dominateur du commerce dans la région Afrique centrale? Vous savez, Patrick, c'est très capital votre question, parce que vous mettez l'accent sur quelque chose de fondamental quand vous parlez du commerce. Aujourd'hui, le commerce est perçu comme étant la nappe phréatique des plus grandes économies du monde. Et la Chine l'a très bien compris, et ce qui fait l'air de la Chine aujourd'hui, la deuxième puissance économique du monde, pour ne pas dire la première. Elles sont très respectées par les États-Unis. C'est très important. Alors, parlons de la République démocratique du Congo. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est même le centre névralgique des opérations, des activités minières. Bon, parce que la République démocratique du Congo regorge des minerais indispensables pour la transition énergétique, des minerais indispensables que guident tous ces pays-là. Pourquoi on a pu associer la République démocratique du Congo à ces projets de corridor de Lomito? Parce qu'on a remarqué, on a constaté que la République démocratique du Congo est incarnée. Au sein de la République démocratique du Congo, s'est trouvée une province mondiale cobaltifère qui est la province du Lualaba, Patrick Lumbala. Donc, c'est très important pour notre pays, premièrement d'abord, de mettre un accent particulier sur ces corridors de bananas qui, c'est vrai, constituent un levier stratégique pour sa croissance économique. Je l'ai tantôt souligné ici, c'est vrai que de manière claire, je dis, lorsqu'un corridor routier se développe, que ce soit ferroviaire ou autre, lorsqu'un corridor routier se développe, il y a toujours une litanie d'autres, n'est-ce pas, avantages qui s'accompagnent autour de ces projets-là. Prenons le corridor des bananas qui sera bientôt opérationnel. Vous savez qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter des emplois, puisqu'il y aura des services qui vont se développer autour, des services de transport. Ça va attirer des investisseurs qui viendront. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a un corridor routier, un corridor où vont, n'est-ce pas, s'effectuer des transactions et des transactions. Puisqu'on voit ces corridors-là, on l'a rappelé ici, on ne voit pas que le minerai. Déjà, en termes d'activités économiques qui se font entre la République démocratique du Congo, évidemment la Zambie, on l'a dit, grâce au port sec de Sakania, à travers ces corridors, il y a une extension routière qui s'élargit. Et ce qui fait en sorte que l'évacuation de nos produits, n'est-ce pas, vers la Zambie, c'est fluidifie. Donc, en termes de commerce, il y a une certaine fluidification du commerce. Et quand il y a fluidification du commerce, Patrick, mais à quoi voulez-vous vous attendre d'autre, si ce n'est pas des retombées économiques qui pourront bénéficier amplement à la République démocratique du Congo? Alors, revenir ici sur la concurrence. Nous sommes dans un marché concurrentiel, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que dans tel pays, ils ont je dirais, ils investissent dans X secteurs, que chez nous, on ne peut pas investir dans ces secteurs-là. C'est faux. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, des États-Unis avec la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont compris que la Chine était un véritable concurrent. C'est pour cette raison que les États-Unis d'Amérique utilisent, n'est-ce pas, la douane comme étant une arme de guerre pour justement affaiblir la Chine. Mais ce n'est pas pour autant que s'ils utilisent cette douane-là, l'économie de la Chine sera par terre. Non. C'est-à-dire qu'ils veulent justement étouffer la concurrence chinoise sur leur marché, sur leur sol. Donc, ils appliquent ce qu'on appelle, dans des termes beaucoup plus économiques et techniques, n'est-ce pas, ils appliquent le protectionnisme coercitif. C'est-à-dire que protéger d'abord les intérêts nationaux. Alors, si ces corridors de bananas s'érigent comme étant une arme qui viendra pour booster, doper davantage l'économie de la République démocratique du Congo, je n'en vois pas d'inconvénient. Seulement l'économie, mais aussi la puissance sur le plan géopolitique, géostratégique aussi. Stratégique, commercial, tous les aspects que vous laissez entendre, Patrick, c'est ça. Dans cette optique-là, en tout cas, moi, je n'en vois pas d'inconvénient. Et c'est pour moi, en tout cas, un véritable levier sur lequel la République démocratique du Congo devrait se focaliser pour qu'aujourd'hui, son commerce, que ce soit national, que ce soit régional, même au niveau à l'échelle internationale, aujourd'hui, son commerce participe
effectivement à la croissance économique. C'est inconcevable aujourd'hui que notre balance commerciale, Patrick, je chute par là, que notre balance commerciale soit déficitaire. Avec une balance commerciale déficitaire, Patrick, on ne pourra jamais se développer. C'est pour cette raison qu'on voit aujourd'hui avec la Chine, c'est pas une comparaison ne fait pas raison, mais seulement on prend l'exemple de la Chine parce que la Chine a su utiliser le commerce comme étant un levier stratégique de son développement. Sa balance commerciale n'a jamais été déficitaire. Et c'est toujours excédentaire avec des chiffres faramineux. Tout à fait. Et ça leur réussit très bien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le corridor de Banana, un corridor qui prend déjà forme avec l'asphaltage, la construction des routes et surtout les différentes nationales qui relient le Congo central au Grand Katanga en passant par le Bandundu et le Grand Kasaï, mais surtout la capitale Kinshasa. On change donc des chapitres pour évoquer autre chose cette fois dans la province du Lualaba. C'est une véritable une offensive sans précédent tout simplement contre les fraudeurs dans les secteurs miniers. Sur instruction du gouvernement central, des poursuites seront donc engagées contre toute personne qui sera impliquée dans des réseaux des fraudes minières dans la province du Lualaba. Écoutez bien, sans distinction effectivement de rang ni de nationalité. On voit d'abord ce qu'il en est et on se retrouve après pour en parler. Le gouvernement congolais a initié une action judiciaire d'envergure visant à éradiquer les réseaux de fraude et des contrebandes dans le secteur minier de la province du Lualaba. Cette initiative, signalant une politique de tolérance zéro, est un engagement ferme à assainir l'économie nationale, a été officialisée par un communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Dans une instruction datée du 28 octobre 2025, le ministre d'État Guillaume Ngefa a enjoint l'auditeur général de forces armées de la RDC et le procureur général près la Cour de cassation d'engager immédiatement de poursuites. Ces poursuites devront viser toutes les personnes impliquées dans le réseau illicite de fraude minière au Lualaba et c'est dans aucune distinction de rang, de fonction ou de nationalité. Cette décision intervient à la suite de la publication d'un rapport accablant de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Les investigations de la Commission ont mis en lumière l'occupation illégale de plusieurs sites miniers stratégiques et l'organisation de réseaux de contrebande à grande échelle. Les enquêtes ont permis d'identifier des acteurs civils, y compris de ressortissants étrangers, ainsi que de membres de forces de sécurité nationales. Parmi les personnes incriminées figurent de militaires de la 22e région militaire, des éléments de la garde républicaine et des policiers. Le ministre Guillaume Ngefa a souligné la gravité de ces irrégularités, le qualifiant de violation flagrante du code minier et d'une menace directe à la souveraineté économique de la RDC. Je cite, « La justice ne fera preuve d'aucune complaisance. Tous les auteurs civils et militaires répondront de leurs actes conformément à la loi. » A martelé les ministres, réaffirmant l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et la spoliation de ressources naturelles. Cette opération judiciaire vise à engager la responsabilité pénale et civile des auteurs, marquant une étape décisive dans le renforcement de l'état de droit dans un secteur crucial pour l'économie congolaise. La CNLFM poursuit activement ses investigations dans le but de démanteler l'intégralité des réseaux criminels et de rétablir l'ordre légal sur le site concerné. Pour les autorités, cette action en justice représente non seulement une sanction nécessaire, mais également un signal fort destiné à restaurer la confiance dans la gouvernance minière et à protéger les intérêts stratégiques de la République. Alors Tony Dibendila, on l'a dit, on vient de le voir dans l'élément, c'est une offensive judiciaire sans précédent du gouvernement contre la fraude minière qui caractérise quand même, il faut le dire, le secteur minier de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut finalement dire que le gouvernement vient de tenir le taureau par les cornes et prend à bras le corps cette problématique de la fraude minière? Moi je crois que
je crois d'abord que les rapports de la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière est tout à fait logique. La Commission est dans ses prérogatives, dans ses rôles. Mais après, je m'étais dit pourquoi il doit y avoir fixation sur la province du Lualaba. Nous avons tous vu il n'y a pas longtemps lors d'une mission des terrains du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, dans les territoires de Dirba, je crois dans les Hauts-Ouélé. Nous avons tous vu un réseau d'une entreprise chinoise qui exploite illégalement de l'or dans cette partie de la RDC, être mise à jour, et puis ces réseaux, cette entreprise a été démasquée par les ministres. Le gouverneur Jabakomito était sur place. Il a été quasiment ou presque grondé par les ministres parce que cette entreprise-là existe depuis déjà plusieurs mois et exploite l'or. Et ce qui est plus grave, c'est dans la concession même d'une entreprise légale qui est Kibali Gold Mine. C'est sa concession. Et c'est donc dans cette concession-là que l'entreprise chinoise exploitait illégalement de l'or. Mais ce n'est pas dans les lois là-bas, c'était public, ces procès-là, pardon, cette mission-là, ça a été diffusé dans le média et relayé même par les médias d'État, cette information-là. Et donc, je crois que s'il devait y avoir instruction du ministre de la Justice, parce qu'on sait qu'au Congo, il y a fraude minière, et pas que dans le secteur minier, il y a de fraude dans d'autres secteurs aussi, et c'est quelque chose déplorable et très connu dans le milieu, même les miniers le disent. Et nous savons également que il y a des travaux à Kinshasa qui se déroulent, lancés par les ministres des Finances sur justement la fraude minière. Et donc, à Kinshasa actuellement, c'est-à-dire que le gouvernement est au courant de ce qui se passe. C'est l'une des raisons d'ailleurs que l'État congolais a mis en place des stratégies nationales pour lutter contre la fraude minière. Il y a des structures mises en place. Il y a une offensive sérieuse en ce sens-là. Nous avons également vu il n'y a pas longtemps Madame la gouverneure, pardon, du Lualaba démanteler un réseau d'individus qui s'adonnaient à l'exploitation illégale des minerais dans le Lualaba. Et donc, on parle, lorsqu'on lit le communiqué du ministère de la Justice, on parle, on dit que les poursuites seront lancées contre tout individu sans distinction ni des rangs, ni des nationalités. Or, on sait effectivement que dans des cas de fraude minière, surtout dans cette partie du pays, il y a certains politiques, il ne faut pas se voiler la face. Il y a également des expatriés. Tout à fait. Est-ce que l'État, le ministère de la justice globalement, aura ce culot ou tout simplement les moyens nécessaires pour s'attaquer à ces personnes? Mais j'étais en train d'arriver. Je disais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un réseau a été démantelé, diffusé publiquement. Il y a eu Madame la gouverneure Fimasuka qui a, avec son équipe, démantelé ces réseaux-là, et les fraudeurs ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont fournis à ce niveau, mais on sait qu'il y a toujours des gens têtus derrière, certains politiques aussi, qui manipulent aussi certains hommes en uniforme, qui les aident à continuer à opérer, qui protègent aussi sur les terrains ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté du ministère de la Justice de mettre la main sur la fraude minière a été manifestée. Mais je trouve que c'est sélectif, dans le sens où nous savons que, même ailleurs, j'ai cité ici la province du Haut-Ouélé, par exemple, il y a également là-bas des fraudes qui sont réalisées. Moi, je voudrais qu'il y ait, en tout cas, qu'il n'y ait pas une sorte de fixation, c'est-à-dire que généralisé sur l'ensemble du territoire, et que par exemple l'entreprise chinoise qui a été démasquée
les gens sont poursuivis. Je ne vois pas les Chinois quitter chez eux et venir ici se mettre à exploiter sans complicité interne, parce qu'il y avait des Congolais qui ont été arrêtés aux côtés de ces gens-là. Et nous avons vu, nous tous, les ministres des Mines, quasiment gueuler les gouverneurs de province, Jean Bakomito. Donc voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, le ministère de la Justice, c'est bien de lancer, de donner instruction au procureur après la Cour de cassation, encore l'auditeur général des forces armées de la RDC, parce qu'il y a des militaires aussi impliqués dans ces fraudes dans la partie Est, dans l'espace Grand Katanga, ou précisément dans le Lualaba. Mais je crois que c'est un phénomène répandu à travers la République. Le ministère de la Justice doit mettre la main et doit être assez regardant sur cette question-là, et donc lancer des instructions pour que les choses soient mises au clair, mais à travers la République, à l'échelle nationale. À travers justement la République, Tony Anzadi-Bindila parlait de cette fixation faite par le ministère de la Justice. Alors, Igor Bouaka, est-ce que cette offensive judiciaire lancée par le ministère de la Justice va enfin permettre d'endiguer ce phénomène qui gangrène tout de même, ça beaucoup d'investisseurs en sont conscients, ceux qui viennent, ce phénomène de fraude minière en République démocratique du Congo, parce que la fraude, elle part de l'extraction, voire même il y a certains minerais qui sont extraits de manière illégale et puis exportés de manière illégale, d'autres même sont mélangés à de la production légale. Donc tout ça, est-ce que c'est enfin le temps de remettre un peu de l'ordre dans tout cela, et la justice a-t-elle vraiment les moyens de parvenir à cette fin? Il le faut. Il le faut, en tout cas, il faut remettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que vous savez, la fraude minière, Patrick, ça constitue une gangrène. Une gangrène qui vraiment enlise le secteur minier de la République démocratique du Congo dans les sous-développements. Et ça constitue un frein, vous l'avez dit dans votre question, ça constitue un frein qui n'attire pas en fait des investisseurs quand ils savent pertinemment que, n'est-ce pas, le paysage minier de la République démocratique du Congo est corrompu et gangréné, n'est-ce pas, par des pratiques illicites que nous venons tantôt de déplorer ici, comme la fraude minière en cas d'espèce. Et ça décourage en fait les investissements, ça décourage les investisseurs et ça érode et ça ternit même l'image du paysage minier en République démocratique du Congo. Vous savez, cette offensive, vous l'avez dit, c'est go donné par le ministère de la Justice. On comprend par là que c'est la volonté même du gouvernement à mettre carrément fin à cette, je dirais, odieuse pratique de la fraude minière. Pour moi, c'est un premier pas. Parce qu'on dit toujours que le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Et donc le premier pas du gouvernement congolais, c'est avoir une fixette d'abord sur cette province-là du Lualaba, une province qui attire tout le monde. On ne se rend pas compte de l'importance géostratégique qu'actuellement la province du Lualaba sur le chiquier international. Et pour cela, tout le monde a désir d'arriver vers cette province qui produit du miel, qui produit du nectar, qui alimente aujourd'hui le grand pays, qui alimente aujourd'hui les grandes économies du monde. Et donc, il faudrait faire une fixette, d'abord sur cette province de là-bas, essayer tant soit peu d'assainir le paysage, l'atmosphère minière dans cette province-là, qui regorge de minerais stratégiques, qui devraient donc bénéficier de la démocratie du Congo. On l'a rappelé ici, dans la ville du 1er octobre, Patrick, la gouverneure du Lualaba, Fimasuka Saini, était, n'est-ce pas, rappelée pour qu'ils viennent voir la tentative de fraude, de sortie illicite des cargaisons des minerais pris à Kolwezi, qui voulaient sortir de Kolwezi. On parle de cargaisons de minerais. On ne sait même pas évaluer en termes de valeur monétaire combien cela coûte, combien cela échappe à l'État congolais. Quand on parle des minerais, on voit des milliards de dollars américains. Et c'est ce que l'on voit. Mais ça, on a quand même pu intercepter. Est-ce que vous savez combien de cargaisons des minerais sortent illégalement et illicitement de l'espace congolais? On n'en sait pas évaluer. Donc aujourd'hui, le rapport de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, cette structure, il faut donc rappeler ici, qui en fait, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, a fait un travail énorme. Un travail énorme. Un très bon travail qu'il faudrait donc saluer. Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer, d'indexer, de pointer de doigt. On doit ici s'attendre, n'est-ce pas, à des mesures draconiennes pour dissuader ces pratiques. Et ces mesures draconiennes, c'est vrai que la justice va faire son travail, on suppose que cela va être fait dans toute transparence, comme vous l'avez dit ici, parce que c'est tout un réseau. C'est tout un réseau de mafieux. Et ils sont puissants. Très puissants. Et ces réseaux est composé non seulement
des acteurs, je dirais, nationaux, mais également étrangers, qui tirent des ficelles derrière, n'est-ce pas, cette fraude minière dont souffre la République démocratique du Congo, principalement la province de Lualaba. Comme Tony l'a rappelé ici, cela ne devrait seulement se concentrer sur le Lualaba. Mais c'est vrai que c'est un premier pas. On commence d'abord par là, par assainir cet espace. Il faudrait rappeler ici que les Américains, là où ils viennent, ils aiment toujours la transparence. Et pour moi, en filigrane, je trouve qu'en fait, c'est également, ça fait partie également peut-être des engagements pris entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les États d'Amérique, tout en garantissant, n'est-ce pas, l'assainissement du secteur. Il faut rappeler ici que, également, Patrick, que les États d'Amérique, ils avaient annulé l'appel d'offres parce qu'ils voulaient voir la conformité de cahier des charges et autres. C'est-à-dire que ce sont tous là, cet arsenal de mesures constitue, pour nous en tout cas, un moyen, pour le gouvernement, un moyen adéquat d'assainir son espace minier et d'attirer de plus en plus des investisseurs. Tout à fait. Alors, Tony Otandibendila, selon effectivement le rapport de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, plusieurs sites miniers, justement, au Lualaba, ont été occupés de manière illégale et des réseaux de contrebande à grande échelle ont été organisés. Et lorsqu'on regarde tout cela, c'est protégé par, parfois, nos militaires. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là? Par, voilà, l'appareil sécuritaire qui, par moment, aussi se retrouve dedans, parce qu'on trouve des militaires qui protègent l'ensemble de ces sites-là. Justement, le ministère de la Justice a instruit l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour s'occuper de cette question de la présence illégale de certains éléments des forces armées dans les sites miniers, en train de protéger certaines entreprises et certains réseaux, d'autres entreprises qui ne sont pas qui n'ont pas le droit d'exploiter les minerais dans le Lualaba et d'autres réseaux. Mais quand on parle de réseaux, on sait qu'il y a des engins lourds sur place en train de produire. Et on sait que les instructions sont données à la fois au procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondé, mais aussi à l'auditeur général des FARDC. Mais après, est-ce qu'il y aura la volonté politique pour appuyer la démarche de la justice et faire régner l'ordre? Mais déjà, il y a une volonté politique parce que la décision vient du gouvernement. Il y a, tout à fait, il y a les ministères de la Justice qui posent un acte, qui instruit. Il y a le ministre de la Justice qui instruit, mais après, il doit y avoir des enquêtes, il faut vraiment poursuivre les véritables coupables. C'est là que les problèmes vont se poser. On se connaît dans ces pays. Nous avons un suivi des révélations assez graves d'un des responsables du secteur minier lorsqu'il accusait d'autres dignitaires de l'époque. Il avait nommément cité Corneille Nangaa qui avait des sites miniers. Aujourd'hui, il est dans la rébellion. D'ailleurs, l'une des raisons de l'extrémisme de Nangaa, c'est le fait que ces mines ont été récupérées par l'État congolais. Il y a aussi Jean-Marc Kabounda, l'opposant, qui a été pointé du doigt de détenir illégalement des mines, et lui aussi a créé le problème. Il a voulu quitter le pouvoir, les camps du régime Tshisekedi, parce que justement, lui aussi, il a été accusé de détenir des mines de manière illégale. Et donc, c'est pourquoi, à partir de là, je voudrais dire aujourd'hui que toutes ces ramifications-là, tous ces réseaux-là, amènent vers Kinshasa. On sait qu'il y a des gens derrière, des gens puissants. On peut aujourd'hui lancer des instructions ou mener des enquêtes, mais jusqu'où la volonté politique ira pour remettre les choses en ordre et mettre la main sur ceux-là qui sont derrière la fraude minière. Je ne voudrais même pas utiliser les qualificatifs de la Commission nationale, la lutte contre la fraude minière, parce que c'est assez fort. La Commission a enquêté et donc c'est regrettable, c'est déplorable. On sait que c'est dans le secteur minier que la RDC reçoit plus des devises à travers les exportations. D'ailleurs, les exportations congolaises, c'est quasiment 90% des minerais. Et donc, si dans ces secteurs-là, il y a des magouilles, des vastes fraudes, parce qu'on dit des fraudes en l'air, on sait qu'il y a des questions, il y a des histoires des sociétés écrans, il y a des facturations fictives, il y a des manipulations des minerais, en fait, des chiffres autour des minerais exportés, il y a la sous-évaluation de certains minerais. Et donc, il y a plusieurs questions comme ça qui... aujourd'hui, il faudra que l'État congolais ouvre l'œil et les bons, mais après, la volonté politique ira jusqu'où?
la volonté politique donc ira jusqu'où? On va terminer ce sujet avec vous, Igor Biora, dans 1 minute seulement. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière a donné son rapport, mais il y a quand même une structure du ministère des Mines, l'IGM, l'Inspection Générale des Mines, qui normalement devait être la première à alerter sur ces genres des pratiques, mais on a l'impression qu'elle est inexistante, cette structure. En fait, dans les prérogatives, n'est-ce pas, de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, évidemment, c'est sa mission première, c'est-à-dire enquêter sur toutes ces pratiques odieuses qui se font sur le secteur minier. En ce qui concerne évidemment la fraude minière, mais en ce qui concerne l'inspection générale des mines, il y a également les tâches qui lui sont réservées, certainement dans des pareilles enquêtes. C'est vrai, il y a toujours des collaborations entre ces structures-là pour savoir où frapper, où ne pas frapper. Mais le plus important, je l'ai rappelé ici, le paysage minier de la République démocratique du Congo est autant vaste que sa superficie. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'endroits, il y a encore beaucoup de sites actuellement que l'État ne sait même pas repérer où s'exercent, n'est-ce pas, ces pratiques illicites. Donc, à l'IGM également, qui est notre service, n'est-ce pas, du secteur des mines, de s'activer aussi, de savoir comment faire pour enquêter, faire des enquêtes, faire des descentes sur terrain, et s'imprégner tous ces réseaux mafieux-là, de les démanteler pour que, on a dit ici, que les exportations de la démocratie du Congo s'est concentrées, s'est focalisées principalement autour des mines, c'est-à-dire que si on arrive quand même à assainir cet espace-là, à les comprendre comment et cela va encore contribuer à l'économie de la République démocratique du Congo. Et donc, il est vraiment de stricte observance pour les autorités congolaises, comme ils se sont engagés, les autorités elles se sont engagées à mettre fin contre ces phénomènes odieux. On espère que cela va aboutir à une finalité escomptée. Tout à fait, cela va aboutir donc à une finalité escomptée. Et nous suivrons justement ce processus judiciaire lancé par la justice congolaise sur instruction du gouvernement au travers du ministère de la Justice. On referme donc ce chapitre pour en ouvrir un autre, le tout dernier de cette émission. Après justement des semaines d'incertitude, voire des bousculades sur le marché d'échange, la situation semble se calmer et la stabilité justement au rendez-vous. La Banque centrale du Congo est-elle en train de réussir son pari? Nous voyons tout cela et on se retrouve après pour en parler. Après 2 semaines de forte appréciation du franc congolais face au dollar américain, marquant un tournant notable sur le marché d'échange en République démocratique du Congo, une nouvelle étape semble être franchie, celle de la baisse de prix sur le marché de biens de première nécessité. Ces développements suggèrent que la politique monétaire rigoureuse menée par la Banque centrale du Congo commence à porter ses fruits, réalisant potentiellement son objectif principal, la restauration du pouvoir d'achat. Depuis septembre 2025, le franc congolais a connu une appréciation significative, passant d'un taux de change élevé autour de 2800 francs à 2900 francs congolais pour $1 américain, à un niveau nettement plus bas, autour de 2250 à 2300 francs congolais pour $1 américain, voire moins sur certains segments du marché parallèle. Cette performance est le résultat direct d'une discipline monétaire et budgétaire renforcée, incluant notamment des opérations de ponction des liquidités par la BCC, telles que la cristallisation de réserves en devises. Une coordination plus stricte entre la Banque centrale et le gouvernement congolais pour limiter les financements monétaires du déficit budgétaire, le maintien d'un taux directeur élevé pendant la phase initiale de stabilisation, créant un environnement plus favorable pour la monnaie nationale, même si la Banque centrale du Congo a récemment opéré un assouplissement. Initialement, malgré l'appréciation du franc congolais, les consommateurs avaient exprimé leur frustration face à la persistance de prix élevés sur le marché, créant un décalage perçu comme illogique. Cependant, la tendance s'est inversée début novembre. Le rapport confirme désormais une tendance généralisée à la baisse de prix chez les grands importateurs et distributeurs, notamment de produits de base comme le sel, le riz et le sucre. Des réductions de prix substantielles ont été observées directement, attribuées à la baisse de coûts des importations dues à l'appréciation du franc congolais. La question clé demeure celle de la pérennisation de cette stabilité. Si la Banque centrale du Congo peut s'attribuer un succès tactique en inversant la tendance dépréciative et en freinant l'inflation,
La durabilité de ces résultats reste encore un défi à relever. Alors, Tony Antoine Dibendila, on a parlé ici effectivement de la Banque centrale qui est intervenue de manière très décisive sur le marché monétaire pour pouvoir donner beaucoup de souffle, on peut le dire ainsi, aux francs congolais. Et la première question qu'on s'était posée, c'est à quand la stabilité sur le marché, mais aussi la stabilité de la monnaie elle-même, au vu de ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que la Banque centrale du Congo est en train de réussir son pari? Bon, je crois qu'il y a lors d'une des sorties médiatiques du gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso, je crois que il avait dit que les temps pourra justifier. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que la réalité ou encore les promesses de Ouamesso commencent à se réaliser. Mais je crois qu'il y a quand même le ministère de l'économie qui commence à suivre les rythmes, parce qu'il faut noter d'ailleurs, lors de la réunion du comité de conjoncture économique cette semaine, cela a été relevé. On sait qu'il y a stabilité du taux d'échange, parce que, et ce qui est vrai, l'appréciation du franc congolais allait tellement vite qu'il était assez compliqué même pour les opérateurs économiques de suivre les rythmes, parce qu'on se disait qu'il fallait qu'il y ait baisse des prix des biens, mais les prix des biens vont baisser jusqu'à quel niveau? Parce que les francs congolais s'appréciaient de plus en plus. Il y avait des débats autour de la réalité. La BCC voulait rassurer, mais d'autre part, les pouvoirs d'achat de la population s'affaiblissait, et cela a créé une sorte de psychose et de panique dans l'opinion. Et nous savons que la situation était assez compliquée, parce que les rythmes des prix des biens sur les marchés ne suivaient pas la situation du taux d'échange. Et aujourd'hui, on voit quand même les prix commencer à baisser légèrement. On sait qu'il y a d'ailleurs des missions de contrôle du ministère de l'économie qui ont été lancées, je crois, la semaine dernière, pour vérifier véritablement et évaluer les coûts des biens à la production et sur les marchés. Et si cela était quand même conforme à la loi, parce que nous savons qu'il y a aussi d'une part la Commission nationale de la concurrence. On sait que c'est une structure qui est censée aussi réguler les coûts des biens, éviter des pratiques concurrentielles illégales et illicites. Et aujourd'hui, il y a des missions de contrôle du ministère de l'économie qui sont actuellement sur les terrains, et on voit bien que véritablement les prix commencent à suivre lentement, mais quand même les prix sont en train de suivre et sont en train de baisser. Et donc, combiner la stabilité du taux d'échange, mais aussi la baisse des prix des biens, mais aussi l'appréciation du franc congolais, en tout cas, cela ne peut que laisser planer, ou encore ne peut que nous décrire une situation économique quand même dynamique qui pourrait permettre à la fin à améliorer les pouvoirs d'achat des ménages congolais. Mais la population, ce qui est vrai, on est en contact avec les Congolais lambda, continue à patienter, à espérer que les prix vont continuer à suivre et atteindre les équilibres d'avant. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les Congolais, et d'ailleurs, quand bien même la BCC voudrait redynamiser les francs congolais, parce que la politique monétaire, c'est elle, parce que les francs congolais doivent être une monnaie forte, parce qu'il faut également tendre vers la dédollarisation de l'économie, qui est également une épine à l'économie congolaise. Mais on croit qu'à la fin, espérons en tout cas, les Congolais espèrent que la tendance va se poursuivre jusqu'à ce que les équilibres d'avant soient retrouvés, et que les pouvoirs d'achat du Congolais s'améliorent profondément, parce que c'est cela, ce qui doit être l'objectif même de l'appréciation du franc congolais observé. Même de l'appréciation donc du franc congolais, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Igor Biwaka,
on a évoqué avec Tony Dibendila, on sent une certaine stabilité, une accalmie sur les marchés d'échange. On est parti d'un taux de 2801 $. Aujourd'hui, on est pratiquement à 2200, voire 2300 sur le parallèle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Banque centrale est en passe de réussir son pari? Alors, le pari n'est pas encore effectivement réussi. Là, il faudrait le dire, puisque même dans le terme utilisé par la Banque centrale du Congo, on ne parle pas encore de la stabilité. Vous savez les enjeux qu'il y a derrière le terme stabilité. On parle de la normalisation. Donc, c'est une tentative vers la normalisation de la situation, puisque vous l'avez dit ici. On avait essayé de voir un tout petit peu les fluctuations autour, n'est-ce pas, du marché d'échange. Et actuellement, là, n'est-ce pas, ces taux rôdent autour de 2200, 2300. C'est relativement une normalisation. Et pour arriver vers la stabilité, et comme vous l'avez tantôt insinué ici, il faudrait des efforts en amont. On ne cesse de le rappeler ici, et Patrick Lumbala. Et parmi les efforts qui doivent être consentis par le gouvernement congolais, on l'a toujours dit, on ne le répétera pas peut-être assez, c'est la tentative de dédollarisation de l'économie congolaise. On se rend compte que l'économie congolaise est tellement dollarisée, et par conséquent, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à nouer le deux bouts du mois. Et c'est là également le gouvernement ne cesse de le rappeler, c'est-à-dire encourager la population congolaise à utiliser de plus en plus le franc congolais dans leurs transactions commerciales. Mais comment on va dédollariser une économie tout en retirant... Le processus est très long. Tout à fait, tout en retirant autant de masse monétaire du franc congolais et en y injectant plusieurs millions de dollars. Évidemment, le processus de la dédollarisation, en tout cas, c'est un processus qui est très très lent. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, aboutir directement à cette dédollarisation du moment où c'est insidieusement ancré dans le schéma mental des citoyens lambda. Prenons justement l'exemple de Congolais qui partent effectuer ses courses dans un supermarché. Même alors, le prix, à l'époque, on disait qu'au supermarché, on réclamait que le prix soit fixé en francs congolais. Mais aujourd'hui, même alors ces prix sont fixés en francs congolais, quand on part devant le guichet, on a toujours tendance qu'on puisse nous les convertir en dollars américains. Pourquoi? Parce que dans nos JBCR, dans nos porte-monnaie, on n'a que le dollar américain. Voyez-vous? Alors du coup, la même rangue, la même, en fait, je dirais, grinta qui a été donnée pour que, n'est-ce pas, dans ces supermarchés, dans les centres de négoce, que les transactions s'effacent, Patrick, en francs congolais, je pense que cette même grinta-là, on doit marteler sur cet aspect de choses-là. Prenons l'exemple, par exemple, d'une maman qui vend dans un centre de négoce, dans un marché, de la rue, etc. Cette maman-là fait de l'expérience. Apporter à cette maman-là, par exemple, 10 000 francs congolais, qui en francs congolais et 10 $ en dollars américains, vous verrez la manière dont elle va traiter les dollars américains. Ce sera avec autant de révérence, avec autant de jovialité par rapport au franc congolais. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'un billet vétuste du franc congolais, c'est un billet que l'on peut encore utiliser. Mais un billet vétuste de dollar américain, ça devient un billet très difficile à utiliser, très difficile à l'usage. Et donc, on doit d'abord commencer pour dédollariser l'économie congolaise. Il faudrait imprégner dans les citoyens congolais la faculté d'utiliser sa monnaie partout, dans toutes les transactions. Et cela va, en fait, après cette étape-là, on pourra peut-être entamer d'autres étapes, comme on le dit tantôt ici, renforcer la productivité locale, dépendre de moins en moins de l'extérieur, et ça fera en sorte que le marché congolais soit beaucoup plus dynamique, et on parviendra à la stabilisation, à la stabilité, mais également à la dédollarisation de l'économie congolaise. Tout à fait, on aura donc compris que le chemin reste encore long et effectivement parsemé de quelques embûches. Le temps nous fait défaut, nous sommes obligés donc d'arrêter par là. Merci Igor Biwaka. Merci à toi Patrick. Merci Tony Antoine Dibendila. Merci à vous deux d'être toujours présents pour analyser l'actualité économique vue justement de la rédaction d'Ecofin Télévision. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est donc pris très prochainement sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes.